puisqu'on parle tentative d'attentat potentiel, il faut rappeler évidemment celle qui avait frappé Trump, l'homme qui a survécu à ça et qui est là et qui est bien là et qui pourrait même rester encore plus longtemps. C'est la déclaration tout à fait sidérante de ce soir. Elle est rapportée par NBC. Il a parlé à la journaliste Kristen Volker qui rapporte ses propos. Je ne blague pas. Il y a des méthodes pour faire un troisième mandat. On lui pose la question, est-ce qu'un troisième mandat présidentiel est possible ? Je ne blague pas, il y a des méthodes pour faire ça. Il faut mesurer à quel point c'est un coup de tonnerre dans la politique américaine, parce que c'est tout à fait en l'état anticonstitutionnel. Donc, oui, tous ceux qui pensent qui veut être dictateur disent là voilà. C'est un coup de tonnerre parce que depuis Roosevelt, qui avait été élu 4 fois de suite, 32, 36, 40, 44, qui est mort pendant son 4e mandat, après les 4 mandats de Roosevelt, il y a eu un amendement de la Constitution américaine qui a décidé de limiter à 2 mandats en tout. C'est bien en tout, c'est pas seulement successif. Voilà, c'est pas successif. En France, c'est 2 mandats successifs. Peut faire Emmanuel Macron pourrait finir son 2e mandat, s'abstenir pendant 5 ans et revenir pendant encore 2 mandats. Comme en Russie. Mais pas en Russie, même chose, et ça a été fait d'ailleurs. Mais en revanche, aux États-Unis, c'est 2 mandats en tout. Et donc, il lui faut effectivement changer, modifier la Constitution. Ça demande soit une convention constitutionnelle, c'est assez compliqué avec les 2 tiers des États, soit le 2 tiers des sénateurs, et ça on voit pas qu'il obtiendrait les 2 tiers. Comment expliquez-vous qu'ils disent ça ? On est là au début du mandat, c'est-à-dire ils parlent de dans 3 ans. Comment est-ce que c'est selon vous, oui ou non, une tentation autoritaire, quoi ? C'est ça la question. Donald Trump, de toute façon, n'a jamais montré une sensibilité particulière au caractère inflexible de la Constitution américaine. Son rapport à la Constitution est assez sobre et on l'a vu avec la prise du Capitole. Donc, ensuite, c'est une façon, je pense, d'imposer l'idée qu'il serait indispensable, puisque dans le reste de l'interview, ce qu'il explique, c'est qu'en gros, a priori, les Américains pourraient bien le réclamer. Donc, on sait qu'il est... Voilà, c'est une façon d'imposer l'idée qu'il est tellement génial que peut-être qu'on va se prosterner pour lui demander. Ça ne veut pas dire qu'il est en train d'ourdir quelque chose. C'est une posture, pour l'instant, même si, encore une fois, on sait à quel point il ne recule devant rien, puisque le Capitole, quand même, sa responsabilité... Il y a une astuce quand même, il y a une astuce qui est possible, qui serait vraiment une astuce, et qui serait peut-être condamnée par la Conseil suprême, c'est-à-dire donc il fait son mandat, ensuite il devient le vice-président. Oui. Il est élu vice-président de J.D. Vance, et au bout de 2 jours, J.D. Vance démissionne. Et lui, il devient président. Il faut lui faire signer un papier bien signé. C'est pas sûr. Non, mais c'est vrai que les méthodes de Trump, et c'est sûr qu'il va pouvoir les trouver, surtout s'il y a la population qui l'appuie derrière. Mais là où ça devient vraiment très inquiétant, je pense, c'est les parallèles qu'on est en train de dresser entre la Russie d'aujourd'hui et les États-Unis d'aujourd'hui, en disant que on a vu ça quelque part. C'était Medvedev qui a pris justement la présidence, effectivement pas pour quelques jours. Ça n'a pas duré 2 jours quand même. Oui, mais et Poutine qui a repris derrière, et c'est le problème. Je pense que peut-être un jour les États-Unis vont aussi avoir, c'est-à-dire que à quel point on est capable de sacrifier ce qu'on considérait être démocratique, institutionnel, parce que c'est vraiment anti-establishment tout ce qui est en train de se passer. Mais croyez-vous à plus, c'est-à-dire tout à l'heure sur ce plateau, il y avait le débat Cohn-Bendit Ferry, ils articulaient la référence du césarisme. Il y a dans l'histoire des moments, Napoléon Ier, alors Jules César le Ier, mais aussi Napoléon Ier, où d'ailleurs en étant très populaires, ils sont sortis, ils ont d'abord été amenés par des moyens plus ou moins démocratiques, en tout cas républicains, et ensuite ils en sont sortis à un moment donné. Est-ce que les États-Unis, selon vous, pourraient entrer dans une galerie, vous qui êtes américain sur ce plateau, les États-Unis de 2025, en l'occurrence plutôt 2000, la prochaine échéance, pourraient entrer dans une telle rupture. Mais c'est en train de se produire sous nos yeux, ce qui entraîne cette espèce de moment de tétanie où on cherche systématiquement avec Trump à se rassurer en se disant non, il n'est pas sérieux, il plaisante, etc. Il est très sérieux. Je veux dire, relisez ce que vous venez de mettre à l'écran. Il dit quand il y a des méthodes. Ça veut dire que c'est une conversation qu'il a avec ses conseillers, qui lui propose, je ne blague pas, il y a des méthodes pour ça.
C'est-à-dire qu'il a cette conversation, des conseillers qui ont fait Yale, qui sont des juristes, qui sont d'éminents spécialistes, il amène des constitutionnalistes, il y a le plan J.D. Vance, j'y crois pas une seconde parce que c'est avilissant et il ne s'abaissera pas à faire cela, c'est-à-dire que s'il y va, il y va complètement. Je ne sais pas si vous vous souvenez la conversation qui est une pièce de d'Ormesson, il avait mis en scène Cambacérès et Napoléon quand Bonaparte, qui est consul, veut devenir empereur, et puis Cambacérès lui dit vous pourriez être roi, et puis non, Napoléon, non, roi c'est pas bien, empereur, là, ça commence à sonner quoi. Mais il faut bien comprendre que nous sommes dans tous les pays occidentaux dans une phase de fragilisation de la démocratie. Pourquoi ? Parce que dans la question de l'équilibre entre état de droit et souveraineté populaire, beaucoup de citoyens ont l'impression d'être floués, que leur volonté ne s'applique pas, et ça fragilise l'état de droit. Et vous avez là-dessus des gens qui évidemment se saisissent de ça. Et le fait qu'on soit dans une période où les partis politiques, par exemple, deviennent des espèces de formations plébiscitaires avec une forme de gourou à la tête, participe de ce phénomène-là. On a une forme de césarisme qui en effet s'installe dans l'ensemble des pays occidentaux parce que la démocratie représentative ne fonctionne plus suffisamment et qu'il y a donc une frustration terrible de la part, en particulier des classes populaires, des classes moyennes, qui ont l'impression d'être les sacrifiés d'une forme d'oligarchie. Tant qu'on ne réglera pas ça, en effet, on déroulera le tapis rouge à des gens comme Trump qui arrivent derrière en disant « Moi, je vais vous régler vos problèmes, mais pour ça, j'ai besoin évidemment d'avoir tous les pouvoirs. » Mais c'est vrai qu'il y a une différence quand même fondamentale entre les États-Unis et la France, par exemple, où il y a eu le césarisme. Le principal, c'est pas Napoléon, il a carrément fait un coup d'État le 18 Brumaire, mais en revanche, son neveu, le prince Napoléon III, en fait, lui, il avait été élu et considérablement en 1849, et c'est simplement 2 ans plus tard, en décembre 51, qu'il a fait un coup d'État pour rester. Et devenir empereur, empereur des Français. En revanche, les militaires, la Constitution américaine, c'est comme une Bible, c'est comme une religion, c'est comme un autre père pour les Américains. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de césarisme. Et par exemple, Trump ne pourra pas. C'est même impensable, même parmi ses propres troupes et ses propres députés, dans 18 mois, vous avez les midterms américaines, c'est-à-dire que l'ensemble de la Chambre de représentants est renouvelé. Et ça, c'est un test. Vous voyez, l'Oudmila, ça n'existe pas en Russie. Il n'y a pas un test tous les 2 ans en réel, un sondage en réel sur la politique de Poutine. Mais là, c'est un sondage en réel. Michel Goyard, est-ce que Trump. C'est la plus grande démocratie du monde, comme veut le lieu commun. Est-ce que c'est possible que ce soit plus fragile que ce qu'on pensait ? Rappelez-vous, combien de généraux de Gallieni et autres on a dit peut-être qu'ils seront tentés, et sous des républiques très installées, la 3e, la 4e République, la France souvent a connu, l'hypothèse. Depuis la naissance des États-Unis, disons 1783, la France, dans le même temps, a connu 16 régimes politiques différents. Voilà. Eux, ils en ont connu un au passage. Donc, ce qui montre quand même peut-être plus grande stabilité que chez nous, au départ. Mais surtout, c'est que les États-Unis ont été fondés. L'ADN des États-Unis, c'est l'obsession de l'oppression. C'est l'oppression de la dictature. Ce sont des gens qui ont fui. L'anti-modèle pour eux, c'est la guerre civile en Angleterre et l'établissement de l'armée au pouvoir avec Cromwell. Donc c'est la République anglaise. Pour eux, c'est l'anti-modèle. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la Constitution américaine, dès le départ, on a dit qu'il n'y aura pas d'armée. Il n'y a pas d'armée. L'armée, c'est l'instrument de l'oppression. En revanche, la sécurité, elle peut être assurée par les citoyens eux-mêmes, les citoyens armés, pour le coup. Et c'est eux qui sont les véritables, les Minutemen, c'est eux qui sont les véritables défenseurs de la démocratie. L'armée, on s'en méfie. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'ADN, il y a cette obsession de l'oppression. Tous les tentatives d'assassinat ou réussis ou qui ont échoué aux États-Unis, c'était toujours au nom de la lutte pour la liberté, contre l'oppression. Même Lincoln, l'assassin de Lincoln, il se réfugie sur la scène de théâtre en disant « Ainsi meurt un tyran ». Lincoln, quand même. Et c'est toujours... juste un dernier point, effectivement, Trump a son McKinley comme modèle. McKinley, il a été assassiné, et aussi exactement pour les mêmes raisons. Donc, je pense qu'il y a
malgré tout des contre-pouvoirs. Alors c'est compliqué de modifier la Constitution là. Oui. Il faudra certainement l'accord des États. Bon, 2/3 des États minimum. C'est loin. Mais je pense que il faut réunir une convention. Il y aurait peut-être effectivement quand même beaucoup de contre-pouvoirs et un réveil américain face à cette perspective d'un régime autoritaire. Très rapidement, je ne sais pas si vous imaginez ce moment, c'est-à-dire que la totalité du champ des Républicains, le parti de Ronald Reagan, le parti de la loi et de l'ordre, ils sont en train de devoir défiler dans les médias où on leur demande est-ce que vous croyez ou non au 22e amendement qui impose la limite, two-term limit, donc la limite de 2 mandats consécutifs ou non. C'est une question très simple, oui ou non. Et le président des États-Unis vient de mettre en 2025 cette question sur la table. Et c'est un moment de grande fébrilité parce que les Républicains passent tout à Donald Trump. Est-ce qu'ils peuvent lui passer ça aussi ? Là, en termes de litmus test, on est quand même tout en haut du panier. Trump pousse les choses toujours plus loin. Sa déclaration sur le Groenland. On est aussi là, passé à un autre stade. Toutes les options sont sur la table. Nous aurons le Groenland, oui, sûr à 100%. Toutes les options sont sur la table, ça veut dire bien sûr, y compris la possibilité militaire. Comment comprendre ça après la visite de Vance, de sa femme, et ils sont là, on va revoir les images. Il y a une espèce là d'accélération, mais surtout de changement de dimension. Colonel. Oui. Alors pour moi, ça me paraît complètement dingue, mais. Enfin, d'abord, il est dans une posture. Il répond quand un chef d'État parle, il parle toujours à plusieurs publics, surtout quand il parle un peu de politique internationale. Là, il parle d'abord à son public, donc il est dans sa posture d'homme fort. Alors, voilà, il pouvait difficilement dire autre chose dans ce cadre-là. Et évidemment, il y a d'autres publics qui entendent ça et qui sont scandalisés, notamment les Groenlandais. Pour l'instant... Attendez, est-ce qu'on est trop là ? Est-ce qu'on est un peu habitué ? Est-ce qu'il y a une forme de passivité ? On a quand même le président des États-Unis d'Amérique qui dit tout est possible pour prendre le Groenland, y compris l'option militaire. Rappelez-vous, si Clinton avait dit ça, ou Obama, ou Bush père, ou Bush fils... Ça me paraît complètement dingue. Bon, donc, et votre première réaction, est-ce qu'elle n'est pas un peu... Bush fils, il l'a dit, il a pris l'Irak par l'option militaire. C'est ce que j'allais dire, non, Bush fils, il l'a dit, il l'a fait. Voilà. Oui, mais voilà, ils ont attaqué le Panama, ils ont attaqué Noriega. Mais ce qui est étonnant avec le Groenland, c'est pendant ce voyage, bon d'abord, c'était seulement l'épouse de J.D. Vance qui devait y aller pour voir une course de traîneau, de chien de traîneau. Finalement, elle est arrivée avec J.D. Vance et quelques ministres, mais lui, il a amoindri. J.D. Vance, il nous a pas habitués à ça. Il a amoindri la parole présidentielle. C'est-à-dire que justement, pendant les quelques heures qu'il a passées uniquement sur la base de Pitoufik, il n'a pas osé en sortir parce que quand même, il a ressenti l'hostilité du peuple groenlandais. Il a justement écarté la prise par la force du Groenland. Mais on a le droit à la douche écossaise, puisque le lendemain, on a Donald Trump qui redit l'inverse. Enfin, il n'excluait pas complètement, quand même. Il disait, il pensait que ce ne serait pas nécessaire, qu'il n'y aurait pas besoin. Quel est le projet ? Le Groenlandais serait suffisamment intelligent pour comprendre qu'il vaut mieux être américain. En revanche, il a bien critiqué le Danemark. Écoutez, Trump lui-même qui revendique l'idée que c'est un projet pour la sécurité des États-Unis, mais la sécurité du monde. Et de plus en plus, il dit même le monde libre qui sera mieux défendu si les États-Unis tiennent le Groenland. Nous avons besoin du Groenland. Très important pour la sécurité internationale. Nous devrons avoir le Groenland. Ce n'est pas une question de « pensez-vous que nous pouvons nous en passer ?» Nous pouvons. Si vous regardez le Groenland en ce moment, si vous regardez les voies navigables, vous avez des navires chinois et russes partout. Et nous ne serons pas en mesure de faire ça. Nous ne comptons pas sur le Danemark ou qui que ce soit d'autre pour s'occuper de cette situation. Et nous ne parlons pas de la paix pour les États-Unis. Nous parlons de la paix mondiale. Nous parlons de sécurité internationale. Et maintenant, vous voyez, vous avez des navires de guerre partout qui passent juste le long du Groenland. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Est-ce que vous entrez dans l'argument de Trump ? Parce qu'il y a tout un... On ne peut pas le passer parce qu'il y a trop d'archives que Trump s'est offert, que le budget ne nous permet pas de nous acheter, mais Trump dit, regardez, de la même façon qu'on a défendu le monde libre pendant la Seconde Guerre mondiale en étant très actif au Groenland, il faut nous laisser faire. Parce que face aux Chinois, il mentionne les Russes aussi. L'Arctique. Après l'invasion russe en Ukraine, plus les États-Unis sont forts et plus ils dominent le Groenland, plus le monde libre
libre. Non, mais sera c'est la rhétorique habituelle des États-Unis. À partir du moment où on conçoit le monde suivant cette grille qui consiste à dire nous sommes le monde libre, nous sommes le camp du bien, on peut tout se permettre. Et les États-Unis ont toujours maintenu cette vision. Alors à un moment donné, c'était sous la forme de l'axe du mal qu'il fallait aller combattre. Là, Donald Trump vous explique que tous les coups sont permis dans la mesure où c'est la paix du monde qui est en jeu. Ce sont les intérêts américains dans un endroit où le réchauffement climatique est en train d'ouvrir des voies commerciales, est en train de permettre d'avoir accès à des potentielles ressources qu'on ne pouvait pas avoir avant. Donc c'est l'enjeu du 21e siècle. Stratégiquement, vous voyez bien la carte, il faut la maintenir, la carte. Les Russes, ils tiennent la route, ce qu'on appelle la route du Nord-Est, qui passe par la mer de Barents, la route maritime du Nord-Est. Et les Chinois peuvent l'utiliser s'ils demandent l'autorisation aux Russes. Les Français ne peuvent pas l'utiliser, les Occidentaux ne peuvent pas l'utiliser. Et eux, les Américains, ils veulent continuer à contrôler avec leurs amis canadiens ou leur 51e État canadien selon Trump, la route du Nord-Ouest qui passe effectivement d'abord par le Groenland. Donc c'est tout à fait effectivement. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. Il y a beaucoup de bases là russes aussi qui sont là. Et qui si sont les Américains en train d'être réhabilités, parce que justement ce qu'on a vu il y a 2 jours, cette conférence Vladimir Poutine à Mourmansk, avec cette revue de soldats dont on a parlé à l'instant, cette visite d'un sous-marin nucléaire, c'était une conférence sur l'Arctique. Donc Vladimir Poutine, ce qui l'intéresse, c'est disons en parallèle des propos de Donald Trump, d'être lui aussi en train de dire qu'il a un pouvoir sur l'Arctique, et on le voit effectivement sur cette carte. Les Russes sont ceux qui ont le plus de proximité avec l'Arctique, mais comme le dit Donald Trump avec un ton un peu exaspéré, on l'a entendu dans l'attention que vous venez de diffuser, Darius, il parle des navires chinois qui, à son avis, l'avis de Trump passe trop souvent là, et les Chinois se considèrent comme un État near arctique, c'est-à-dire quasi polaire. Donc c'est-à-dire que il y a aujourd'hui dans cette course à ce qui va se passer, parce que Nacha Polony vient de le dire, il y a à cause de ce qui se passe, le changement climatique, il y a des routes commerciales qui sont ouvertes. Eh bien, il y a d'autres États, d'autres pays que ceux qui sont directement avec une frontière avec le Nord, le Grand Nord, qui sont intéressés géopolitiquement par la parle des navires russes aussi. Et donc il dit aux Russes, vous êtes gentils, mais vous revenez chez vous dans le passage du Nord-Est et vous nous laissez à nous. L'autre passage. C'est le passage du Nord-Ouest. Le passage vers quoi ? Vers l'Asie, évidemment. Mais il faut bien comprendre que on est entre le commercial et le militaire. C'est-à-dire qu'en fait, les deux se rejoignent. La guerre commerciale peut à tout moment déraper en véritable guerre. Mais pardon, à choisir, vous dites, et c'est du prétexte de puissance, leur dialogue sur le monde libre, mais à choisir, est-ce qu'on a plus intérêt que ce soit sous le contrôle de Trump ou que ça tombe dans la zone d'influence russe? Moi, je vote Trump. Alors vous votez Trump. Je vote l'Amérique. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Que ça reste groenlandais. Ce territoire appartient aux Groenlandais. Il y a quelque chose, ça échappe à tout le monde, qui s'appelle le droit international. Et d'ailleurs, ce qui est profondément débile dans la démarche, c'est que les Américains sont déjà... J.D. Vance, il parle d'où là ? Sur une base américaine au Groenland. Les Américains sont déjà au Groenland. Ils ont signé un accord de défense avec le Danemark en 1951. Ils peuvent littéralement venir quand ils veulent. Vous avez raison. La seule condition, c'est qu'ils préviennent les Danois. Ils n'ont même pas besoin de demander l'autorisation. Vous savez très bien que ce n'est pas la même chose que ce qu'ils veulent eux. Ils veulent forer partout où ils veulent, mettre des bases partout où ils veulent, militariser comme ils le veulent partout, polluer comme ils le veulent. C'est ça qu'ils veulent. Un changement de parapluie sécuritaire. Mais donc, à votre question, est-ce que ça c'est acceptable ? Est-ce que c'est préférable ? Bien sûr que non. C'est-à-dire, tout à l'heure, le colonel Goya rappelait à juste titre le héros dont Donald Trump a décidé de faire espèce de figure de son deuxième mandat qui est McKinley. Donc il est dans un moment 19e expansionniste. Les puissants imposent aux faibles leur volonté. Le Groenland, je le veux, je le prends. De même que Vladimir Poutine a décidé l'Ukraine, je la veux, je la prends. Et peut-être Xi Jinping demain. Alors attendez. Si on entre dans l'argumentation américaine, regardez les réactions du Danemark. Est-ce que ça leur donne pas un peu raison ? Parce que le Danemark est si faible qu'on se dit effectivement que ce n'est pas eux qui vont s'opposer aux Russes et aux Chinois. Réaction des Danois. D'abord, ils vont accorder aux Américains le plus important contrat de leur histoire pour acheter des F-35. Ça paraît quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'ils se font entrer dans l'art par Trump.
Et la réaction, c'est le fameux dicton baise la main que tu n'oses mordre. Hein. Et alors, quand même, là, ils vont très très loin. Oui, alors d'abord, première chose, je pense que Trump veut accroître le territoire des États-Unis. En fait, peu importe où, l'expansion. Mais, parce qu'effectivement, le Groenland, ça n'apporte rien de plus. Ils ont déjà tout. Ils ont déjà une base immense, ils contrôlent l'axe Guk entre le Groenland et le Royaume-Uni. Donc, militairement, ça ne rapporte strictement rien. Maintenant, oui, le Danemark, alors il y a un autre argument dont on ne parle pas, c'est aussi, dans l'ADN américain, il y a aussi cette idée, nous sommes des anciens colonisés. Et nous luttons contre les colonisateurs impérialistes. Et donc le Danemark, amis groenlandais, nous sommes dans le même camp et venez nous. C'est un peu poussé, mais voilà. Venez nous rejoindre. Mais ça a toujours permis. C'est une rhétorique absolument parfaite pour les États-Unis. Ils l'ont toujours utilisé, ça, sans vergogne. Maintenant, le Danemark est un peu dans une position un peu délicate, justement parce que c'est le pays colonisateur, donc il ne veut pas trop non plus se mêler de la politique groenlandaise, donc il laisse un peu les Groenlandais faire pour pas montrer trop d'entrisme. Et puis ensuite, alors là, pour le cas particulier des F-35, alors d'abord, il faut rappeler qu'ils ont déjà acheté 27 F-35, qu'ils entrent en service le 1er avril, là, dans 2-3 jours. Là. Et qu'ils sont un peu piégés déjà. Ils sont piégés en réalité par ça. Hein. S'ils deviennent indépendants, il n'est pas sûr que 50 000 Esquimaux, ils n'étaient pas obligés d'en acheter plus, par contre. 10 000 colons danois parviendront à résister aux appétits de l'Empire russe et de l'Empire chinois. Moi, je suis totalement opposé, évidemment, vieux gaulliste, à l'impérialisme américain, mais quitte à choisir entre les 3 empires, je préfère l'Empire américain à l'Empire russe ou à l'Empire chinois. Oui, sauf qu'il y a un petit problème, parce que Danemark est aussi un des membres fondateurs de l'OTAN, sauf que, en fait, normalement, on n'a pas besoin d'annexer en territoire pour pouvoir implanter ses bases, et que justement, par cette posture-là, les États-Unis envoient un message très clair. Tout ce qu'on considérait en tant qu'architecture de sécurité jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des zones d'influence de l'OTAN qui est collectif, certes, appuyé par les États-Unis, ça, on peut foutre en l'air parce que c'est plus le cas. On est dans des cas de puissance qui essaient de se départager, surtout avec les aspects économiques très importants, les sphères d'influence, et faire accepter ça à des gens, à des pays plus faibles, ceux qui ne sont pas capables. Ce qu'il a dit, je ne fais pas confiance à Danemark, je suis désolée, mais Danemark, il fait partie de l'Alliance, vous avez votre base là-bas, faites-vous confiance, alors si jamais quelque chose arrive, vous avez le droit de faire la défense. Ludmilla a raison, ça pourrait donner l'idée aux Chinois d'aller bouffer Taïwan, ça c'est sûr. Non mais, pardon, Gallagher. Pardon, juste une très courte remarque, en fait la question qui est posée, elle est quelque part très très belle. Comment fait-on pour se défendre face à un ami ? Parce que c'est ça qui se passe, c'est que le Danemark est attaqué par son meilleur ami, celui qu'il a considéré comme, à tel point qu'ils ont pris la clause de l'opt-out sur les questions de défense au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils ont mis tous leurs œufs sécuritaire dans le panier américain. Qu'il a défendu au prix de sa vie. Parce que précisément le traité auquel je faisais référence de 51, c'est dire aux Américains, si jamais il nous arrive quoi que ce soit, vous serez là, allez-y les anciens rois de Tulé, installez-vous à Pitoufik, radar de détection avancé, bombardiers stratégiques, F-35, etc. Ils y sont, sauf que c'était ceux qui étaient censés les défendre qui sont en train de les menacer. Mais le problème, c'est que la plupart des Européens ont fait ça depuis la libération. Ils ont tous considéré qu'ils pouvaient s'en remettre totalement aux États-Unis. Et depuis la chute du mur de Berlin, ce qui n'est pas apparu tout de suite, mais qui pourtant se voyait, c'est la fragilisation du multilatéralisme. Et en fait, le non-respect du droit international, il a aussi été pratiqué par les Américains. C'est-à-dire que le bombardement de Belgrade par l'OTAN, l'Irak, etc. Kosovo, tout ça, la Libye, tout ça, ce sont des fragilisations du multilatéralisme. Mais en termes de crédibilité, vous avez beaucoup invoqué De Gaulle ce soir. Jamais De Gaulle ne ferait ça. Effectivement, vous faites marcher sur les pieds à ce point-là par les États-Unis, dire dans la foulée, il pourrait au moins dire un moratoire, n'importe quoi, mais dire ah oui, on va quand même vous acheter les F-35 et même beaucoup, c'est le plus grand achat de notre histoire. Darius, pour être indépendant, il faut avoir d'abord les outils de l'indépendance. Donc il faut avoir mené une politique. On peut même faire un peu semblant. Non, mais après, De Gaulle a un peu poussé le truc, bien entendu. Il a un peu fait semblant. Mais pour ça, il avait mis en place tout ce qui permettait de ne pas dépendre des États-Unis.
faire semblant en politique, c'est extrêmement important. Ah oui. Donc là, on a quand même une occasion rêvée. On a su, alors pas jusqu'au bout, mais le faire dans une certaine mesure pour Kiev, pour l'Ukraine. Là, les 26, les 27 européens devraient se tenir côte à côte à Nuuk ou à Copenhague pour dire non à cela. C'est-à-dire que quand Donald Trump, nous aurons le Groenland, c'est 100% sûr, on devrait répondre, c'est 100% sûr que vous ne l'aurez pas. L'agressivité de l'équipe Vance-Trump, c'est-à-dire non seulement ils sont en train de serrer le cou du Danemark, mais ils le font de manière extrêmement offensive, même dans la parole. Notre message au Danemark est très simple. Vous n'avez pas fait du bon travail pour le peuple groenlandais. Vous avez sous-investi dans la population et dans la sécurité de ce territoire magnifique, peuplé d'une population incroyable. Cela doit changer. C'est pourquoi nous menons cette politique au Groenland avec le président Trump. Voilà, action-réaction, il faut lire la déclaration du Premier ministre autonome, enfin c'est un territoire en phase d'autonomie grandissante, donc groenlandais, il s'appelle Nielsen. Le président Trump affirme que les États-Unis obtiendront le Groenland. Soyons clairs, les États-Unis n'obtiendront pas le Groenland, nous n'appartenons à personne d'autre, nous décidons de notre propre avenir. Alors lui, c'est encore une autre voie, c'est la voie autonome, peut-être indépendantiste, je ne sais pas très bien. Oui, si alors ça finira. ils sont tous indépendantistes. En fait, le seul désaccord entre les formations, c'est sur le calendrier de l'indépendance, parce qu'en fait, la grande question du Groenland, elle est économique. Le prédécesseur était écologique, il avait fait passer une loi interdisant le forage pétrolier sur ce territoire, la plus grande île au monde, et le prix de cette indépendance sera sans doute une renonciation à ces impératifs écologiques, parce que c'est vrai que c'est un... La réalité, c'est qu'il faut dire, c'est une population totalement assistée. Alors il y a ceux qui travaillent pour la base américaine, puis sinon c'est un assistanat par les prestations sociales du Danemark. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors je ne sais pas comment ils veulent ensuite s'organiser lorsqu'ils seront indépendants, mais il faut voir que c'est comme ça. Et donc il y a évidemment un risque. Une fois qu'ils soient indépendants, comme si demain la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, j'aurais très très peur qu'elle soit achetée, ou que les indépendantistes calédoniens soient achetés par les Chinois. Voilà, je le dis. Voilà. Et j'aurais très peur que la Calédonie passe sous les Chinois. De même que peut-être que ces indépendantistes, une fois qu'ils auront le Groenland pour eux tout seuls, sont assez faciles à acheter quand même.